Dans la précédente vidéo, nous avons fait réagir de l'acétone et de l'eau de javel dans une réaction haloforme pour produire un peu de trichlorométhane, c'est-à-dire du chloroforme, que nous avons purifié et isolé. À la fin de la vidéo, j'avais parlé de le convertir ensuite en formiate d'éthyle, un ester à l'odeur de rhum. C'est donc précisément ce que nous allons faire aujourd'hui, et pour cela nous allons procéder comme il suit. En un premier temps, nous conduirons une hydrolyse basique du trichlorométhane pour produire un peu d'acide formique, sous sa forme déprotonée, en l'occurrence le formate, que nous n'aurons plus alors qu'à protoner et à faire réagir avec de l'éthanol dans une estérification de Fischer pour produire directement l'ester qui nous intéresse, le formiate d'éthyle. Alors la première étape, donc l'hydrolyse basique du chloroforme, c'est une hydrolyse d'halogénoalcane, et si vous vous rappelez bien, on a déjà essayé d'en faire une par le passé. Dans une vidéo, nous avions essayé de convertir le 1,2-dichloroéthane en éthylène glycol. Alors pour faire ça à l'époque, j'avais juste mélangé dans un flacon de l'eau, du dichloroéthane et de la soude, et j'avais espéré que dans ces conditions, le dichloroéthane subisse une réaction de substitution nucléophile. Cela dit, la réaction a semblé extrêmement lente dans ces conditions, et j'ai dû attendre une année entière pour que la phase organique disparaisse complètement. J'ai alors distillé ce qui me restait pour retirer l'eau et concentrer le résidu en éthylène glycol, puis j'ai appliqué un vide pour essayer de distiller le produit. Je n'ai malheureusement obtenu qu'une très petite portion de liquide entièrement vaporisable sur une plaque chauffante, à une température de l'ordre de 100 degrés Celsius. Autrement dit, je n'avais distillé que de l'eau. Mon hypothèse, c'était que ça n'avait pas marché, et notamment parce que le solvant était inapproprié, le dichloroéthane n'étant que trop peu soluble dans l'eau. J'en avais donc conclu qu'il nous fallait un solvant mixte, comme par exemple un mélange d'alcool et d'eau, susceptible de dissoudre à la fois les ions hydroxydes et le dérivé halogéné organique. Aujourd'hui, on va donc essayer de ne pas commettre la même erreur que la dernière fois, et on va donc réaliser la première étape de notre synthèse, l'hydrolyse basique du chloroforme, en solution hydroalcoolique. Dans un ballon monocole d'1 litre équipé d'un barreau aimanté sur un agitateur magnétique chauffant, introduisons donc 100 g de soude, qui constituera notre source d'ion hydroxyde, puis ajoutons approximativement 400 ml d'éthanol à 95% et environ 50 ml d'eau. Ainsi, nous réalisons un mélange hydroalcoolique dans lequel à la fois la soude et le chloroforme seront solubles. Couvrons ensuite le ballon avec un adaptateur de Claisen, que nous munissons d'un bon réfrigérant à eau adapté au reflux et d'une ampoule de coulée isobar qui nous permettra d'introduire le chloroforme dans la mixture au goutte à goutte. Mettons alors en marche les circuits de réfrigération de l'appareil et activons l'agitateur magnétique pour brasser la mixture et dissoudre la soude dans le mélange d'eau et d'alcool. En l'occurrence, l'alcool que j'ai utilisé ici comme solvant n'était pas tout à fait pur. Je m'en étais déjà servi de solvant dans d'autres synthèses, et je l'avais simplement recyclé par distillation. Cet alcool contenait donc des impuretés résiduelles de ces synthèses, qui ici en présence de soude réagissent, d'où l'apparition de cette coloration jaune. Cela dit, il n'y a pas de quoi s'en faire à ce stade, puisque nous éliminerons ces impuretés dans les étapes de purification qui suivront. Pendant que nous attendons que la soude se dissolve entièrement dans le mélange hydroalcoolique, nous pouvons prendre le chloroforme que nous avons préparé dans la précédente vidéo, et en mesurer 50 ml pour la réaction, à l'aide d'une éprouvette graduée. Nous introduisons ensuite ces 50 ml de trichlorométhane dans l'ampoule de coulée isobar, que nous refermons d'un bouchon de verre pour empêcher les vapeurs de s'échapper. Nous pouvons alors ouvrir doucement le robinet de l'ampoule de coulée isobar pour amorcer un goutte à goutte de chloroforme dans la soude hydroalcoolique. On observe alors rapidement la formation d'un précipité blanc de chlorure de sodium, ainsi qu'un fort échauffement du mélange qui se met à bouillir vigoureusement. Ainsi, en introduisant le dérivé halogéné lentement au goutte à goutte par l'ampoule de coulée isobar, on évite un emballement puisqu'on force cette réaction exothermique à se produire sur une longue durée. L'ébullition du solvant reste donc contrôlée et nous permet de dissiper la chaleur produite. Les vapeurs de chloroforme et d'alcool ainsi générées sont ensuite condensées dans le réfrigérant, ce qui nous évite de perdre de la matière, et notamment du chloroforme qui est volatile, au cours de cette réaction. On observe au cours de la réaction un brunissement du liquide dû à la formation de sous-produits colorés, ainsi que la précipitation d'abondantes quantités de sel, qui n'est que peu soluble dans le mélange hydroalcoolique. Le reflux est très important et nécessite d'utiliser un bon réfrigérant. Dans cette réaction, ce que nous faisons, c'est faire réagir le chloroforme avec les ions hydroxydes de la soude, pour générer de l'acide formique, qui évidemment dans le milieu avec la soude donne des ions formates, ainsi que des ions chlorure, d'où le sel, avec les contrions sodium de la soude. Alors le mécanisme qu'on aura envie d'écrire, vu qu'on a un halogénoalcane électrophile et des ions hydroxydes nucléophiles, c'est le mécanisme de substitution nucléophile. Donc soit celui de SN2, qui est celui qu'on aurait avec l'hydrolyse du monochlorométhane, ou bien celui de SN1, qui semble même ici plutôt réaliste, puisque le carbocation formé est stabilisé par les effets mésomères d'honneur des deux chlores, mais aussi par le solvant de la réaction, qui est en l'occurrence très polaire. On aurait alors envie de faire 3 substitutions nucléophiles comme ça, pour arriver à l'acide orthoformique, décréter qu'il est instable, et que donc il va se déshydrater en acide formique. Et dans un sens, c'est pas mal, ça nous permet d'intuiter ce qu'on va former. Mais le mécanisme en fait, c'est probablement pas celui-là. Je pense qu'avec le chloroforme, on passe plutôt par des carbennes, et que le mécanisme ressemble à ça. Notez bien par contre que ce mécanisme, c'est juste une proposition de ma part,
et j'ai malheureusement rien trouvé de très officiel là-dessus. La première étape, d'après moi, ce serait donc la déprotonation du chloroforme par adhésion hydroxyde du milieu, ce qui est relativement facile puisque le chloroforme a un pKa de 15,7, le carbanion formé étant en effet stabilisé par les effets inductifs attracteurs de 3 atomes de chlore, qui absorbent en quelque sorte la densité électronique et étalent la charge négative. Alors cela dit, 15,7 comme pKa, ça reste au-dessus des 14 de la soude, il ne s'agit donc ici que d'une déprotonation partielle. Finalement, un des 3 atomes de chlore finit par remporter toute la densité électronique avec lui, en étant éliminé sous forme d'anion chlorure. L'espèce qui reste alors est appelée le dichlorocarbène. C'est une espèce un peu particulière car le carbone n'y respecte pas la règle de l'octet. Il y a en effet une lacune électronique sur ce carbone, qui aura donc des propriétés hautement électrophiles. Une molécule d'eau du milieu ou un ion hydroxyde venant de la soude est donc susceptible de réaliser une attaque nucléophile sur le dichlorocarbène pour donner naissance à un carbanion qui dans le milieu peut se protoner, donnant alors le composé hydroxylé suivant. Notons que le composé hydroxylé qu'on obtient avec ce mécanisme est le même que celui qu'on obtiendrait avec une substitution nucléophile classique type SN1 ou SN2. En fait, ce qui me fait penser qu'on passe par ce mécanisme, c'est que d'une part, en général, la substitution nucléophile n'est pas facile sur ce genre de molécules alpha-polychlorées comme le chloroforme ou le dichlorométhane, et que d'autre part, la formation du dichlorocarbène par déshydrohalogénation du chloroforme, c'est quelque chose de très classique qu'on retrouve dans un certain nombre de mécanismes. Et en creusant un petit peu, j'ai même trouvé que la formation des orthoesters à partir du chloroforme, qui est une réaction assez similaire à ce qu'on fait ici, passait par ce genre de mécanisme carbénique. Et c'est ce qui me conduit à proposer ce mécanisme ici. Maintenant voilà, j'ai pas tellement plus de preuves à fournir, et si par hasard vous savez quoi que ce soit là-dessus, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires de la vidéo. Pour revenir au mécanisme, ce qui se passerait d'après moi ensuite, ce serait l'élimination d'un ion chlorure qui conduirait à un chlorure d'acyle protoné, et les chlorures d'acyle étant très réactifs et notamment susceptibles de s'hydrolyser rapidement en acide carboxylique, c'est d'après moi ce qui se passerait ensuite, avec l'addition en un premier temps d'un ion hydroxyde sur le carbonyle, suivi de l'élimination du chlorure, bon groupe partant, pour donner l'acide formique, qui dans le milieu basique se déprotonne en sa base conjuguée, l'ion formate. Alors il faut noter que ce chlorure d'acyle qui apparaît ici dans le mécanisme est notoirement instable. En temps normal, à température ambiante, il se décompose spontanément en chlorure d'hydrogène et en monoxyde de carbone. C'est donc uniquement parce qu'il réagit rapidement avec la soude que je me permets de le faire apparaître ici comme intermédiaire réactionnel. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on ne passe pas ici par de la substitution nucléophile toute simple. Il y a possiblement un grand nombre d'intermédiaires réactionnels, certains très réactifs et instables, comme le dichlorocarbène ou le chlorure d'acide formique. Et il y a par conséquent un grand nombre de réactions concurrentes et de sous-produits. Le rendement de ces réactions dans ces conditions ne sera donc en général pas très bon. Lorsque l'addition du chloroforme dans le milieu réactionnel arrive à son terme, l'ébullition du solvant s'arrête presque immédiatement, et après 5 minutes de plus comme ça, on pourra couper l'agitateur pour passer au traitement du milieu réactionnel. La première chose que je vais faire, c'est retirer la majorité du solvant. Le montage est donc réarrangé de sorte à pouvoir procéder à une distillation sous pression réduite. Les circuits de réfrigération et la pompe à vide sont ensuite activés. Puis nous commençons à chauffer la mixture pour distiller l'alcool. Rapidement, sous pression réduite, le mélange est porté à l'ébullition. Les vapeurs d'alcool et d'eau traversent donc la tête de colonne, parviennent au réfrigérant et y sont condensées pour arriver ensuite dans l'Erlenmeyer collecteur. Alors à cette étape, j'aurais préféré agiter la mixture pour avoir une ébullition plus homogène et une distillation plus régulière, mais malheureusement, à cause de tout le sel formé à l'étape précédente, l'agitateur magnétique s'était bloqué et je n'ai pas réussi à le remettre en marche. En l'occurrence, l'ébullition semblait un peu vive mais pas trop irrégulière, et la distillation du solvant s'est déroulée sans problème. L'éthanol qui distille à cette étape est réutilisable pour la même synthèse, mais il faut garder en tête qu'il n'est pas pur, même si on l'a débarrassé de tous les sels et des goudrons non volatiles. À partir d'un certain point, le résidu enrichi en eau et en sel finit par diphaser. On voit alors se former une phase sombre peu dense, riche en alcool, qui n'est plus miscible à l'eau tant elle est salée. Dans la phase aqueuse inférieure qui apparaît, le sel se dissout beaucoup plus facilement, et la mixture se fluidifie au point de pouvoir libérer le barreau aimanté et de remettre en marche l'agitateur magnétique. À ce stade, la distillation est cela dit pratiquement finie, et on a déjà retiré presque tout l'alcool du milieu réactionnel. On pourra donc couper la plaque chauffante et repressuriser le système. On peut alors récupérer l'Erlenmeyer d'alcool, qui pourra être recyclé par la suite si l'on décide de refaire la même synthèse, ou éventuellement pour autre chose qui ne nécessitera qu'un alcool très brut. À ce stade, le formate de sodium qui nous intéresse se trouve encore dans le résidu de la distillation. Pour le convertir en acide formique, remettons d'abord en marche l'agitateur magnétique et introduisons lentement dans le ballon 100 ml d'acide chlorhydrique à 23%.
Lors de cette étape, cet acide relativement fort reprotonne les ions formates, mais il réagit également avec toutes les autres bases présentes dans le milieu, notamment la soude résiduelle, mais aussi le carbonate de sodium, également formé, notamment par de la décarboxylation indésirable. Il se produit donc un fort réchauffement du mélange et possiblement un dégagement de CO2, il faut donc être prudent et aller doucement à cette étape. Après ajout des 100 ml d'acide, j'ai ensuite testé le pH de la solution, qui s'est avéré être aux alentours de 4, ce qui signifie qu'on est encore en fait dans la zone tampon de l'acide carboxylique et qu'il reste encore des ions formates à protoner. J'ai donc continué à acidifier le milieu à l'acide chlorhydrique, en employant une pipette Pasteur pour aller doucement et en mesurant le pH régulièrement. Lorsque la solution est bien acide, on est alors sûr d'avoir bien tout l'acide formique sous sa forme protonée et on peut donc passer à sa purification. En effet, à ce stade, la solution aqueuse d'acide formique est complètement saturée en chlorure de sodium et est encore salie par tous les goudrons qui lui donnent cette coloration orangée. Heureusement, l'acide formique étant relativement volatile, on pourra retirer la majorité de ces deux impuretés par distillation du mélange. Le ballon est donc replacé au bas d'un montage de distillation simple, la plaque chauffante est allumée et le réfrigérant est alimenté en eau fraîche. Rapidement, le liquide se met à bouillir et la distillation commence. On récupérera l'intégralité du distillat dans un large bécher. En effet, ici, il n'est pas vraiment raisonnable d'espérer séparer des fractions, car nous avons là un mélange extrêmement complexe, extrêmement chargé en sel, comme on l'a dit, mais aussi en goudron, susceptible en partie d'hydrodistiller. Il n'est donc pas facile ici d'estimer la composition de ce qui distille, simplement à partir de la température de la vapeur, ce qu'on ferait dans une distillation fractionnée classique. On se contentera donc d'une distillation simple, qui nous permettra déjà d'obtenir une solution aqueuse d'acide formique, débarrassée de la majorité des goudrons, mais aussi surtout de tout le sel. En effet, comme on peut le voir sur ces images, ces deux impuretés vont rester majoritairement dans le résidu, et le distillat collecté dans le bécher est beaucoup plus clair, et constitué en fait majoritairement d'eau et d'acide formique, d'un tout petit peu des goudrons les plus volatiles qui auront été entraînés à la vapeur, et possiblement aussi d'un peu d'acide chlorhydrique en excès. Donc ça reste un mélange assez complexe, mais ce sera quand même beaucoup plus facile de travailler avec ça qu'avec le mélange précédent. Au final, c'est quand même assez satisfaisant de voir tout ce goudron et ce sel rester dans le ballon bouilleur de la distillation, et de voir d'autre part qu'on condense un distillat dont l'aspect est quand même beaucoup plus prometteur. Vers la fin de la distillation, on commence à observer l'apparition de fumée dans le ballon bouilleur, et à ce stade, il vaut mieux arrêter la plaque chauffante, car il ne reste en gros plus que des goudrons à distiller. Nous avons donc maintenant séparé la majorité des sous-produits de la réaction, et isolé une solution aqueuse d'acide formique très brute, que nous allons maintenant convertir en une forme utilisable et beaucoup plus concentrée. Et pour ça, en gros, notre priorité, ça va être de retirer toute l'eau. Pour cela, on va donc reconvertir l'acide formique en son sel de sodium non volatile. On n'aura plus alors qu'à évaporer toute l'eau pour isoler notre source concentrée d'acide formique. Pour cette neutralisation, cette fois, je vais utiliser du bicarbonate de sodium, car comme vous pouvez le voir sur ces images, la neutralisation de l'acide au bicarbonate génère une forte effervescence de dioxyde de carbone. Alors pourquoi est-ce que ça m'arrange d'avoir une effervescence? Eh bien c'est parce que ça me permet en quelque sorte de suivre la réaction. Tant qu'il reste de l'acide à neutraliser, l'ajout de bicarbonate génère une effervescence, et j'ai donc un moyen très simple de savoir quand tout l'acide a été neutralisé, car il suffit alors de s'arrêter lorsque l'ajout de bicarbonate ne génère plus d'effervescence. Je n'ai donc pas eu à savoir quelle quantité de base introduire pour neutraliser tout l'acide formique. Pour s'en assurer, on pourra tout de même mesurer le pH du milieu à ce stade, et on constate alors que la valeur du pH est très proche de 7, ce qui nous confirme qu'on a bien neutralisé l'acide formique, dont le pKa est de l'ordre de 3,7. Maintenant que l'acide formique a été converti en formate de sodium, on peut allumer la plaque chauffante pour évaporer toute l'eau, sans courir le risque de perdre le produit dans la vapeur. Alors que le mélange s'échauffe, on observe un brunissement du liquide, probablement dû à la décomposition des quelques goudrons qui nous auront suivis jusqu'à présent. La solution ainsi évaporée se concentre peu à peu, jusqu'à ce que le résidu concentré cristallise et que le formate de sodium apparaisse. À ce stade, on pourra couper la plaque chauffante et casser la croûte restante au fond du bécher, que nous utiliserons pour la suite comme une source brute d'acide formique. Je ne vais donc pas plus purifier le produit, puisqu'il ne s'agit que d'un intermédiaire dans la synthèse. Pour la suite, je vais avoir besoin de savoir quelle quantité de formate de sodium j'ai obtenu, et pour ça, le barreau aimanté est d'abord transféré seul dans un Erlenmeyer, le tout est ensuite taré sur une balance, puis le formate de sodium est ensuite transféré dans l'Erlenmeyer, et nous pouvons maintenant lire sur la balance la masse de solide obtenue. En l'occurrence, nous avons obtenu 22,5 g de formate de sodium brut, ce qui correspond à un rendement intermédiaire d'environ 53%. Mais cette valeur est évidemment surévaluée, vu que le solide obtenu peut difficilement être considéré comme pur. Pour la deuxième étape de notre synthèse, l'estérification de Fischer, nous allons mettre le formate de sodium dans un milieu acide avec de l'éthanol. Dans le milieu acide, le formate sera reprotoné en acide formique,
qui pourra ensuite réagir avec l'éthanol pour donner par estérification le formiate d'éthyle et de l'eau. Dans l'Erlenmeyer de formate de sodium, introduisons donc 50 ml d'éthanol à 95%. On constate en agitant un petit peu que l'alcool prend une coloration brune, en raison des quelques goudrons restants dans le formate de sodium qui sont solubles dans l'alcool. Plaçons l'Erlenmeyer sur un agitateur magnétique chauffant, et pour commencer, ne mettons en marche que l'agitation magnétique. Il nous faut maintenant acidifier le milieu réactionnel, et pour ça, introduisons lentement 18 ml d'acide sulfurique à 96%. Comme on peut le voir ici, la réaction est assez vive, et il faut donc ajouter l'acide sulfurique très lentement et sous bonne agitation, pour éviter que le liquide ne se mette à bouillir, mais aussi pour éviter une accumulation d'acide sulfurique dans le milieu, car l'acide formique qu'on génère ici est susceptible de se déshydrater en monoxyde de carbone, en milieu sulfurique et à chaud. Effectivement, pour faire un peu le parallèle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait vu que le chlorure de formyle était instable et éliminait spontanément une molécule de chlorure d'hydrogène pour générer du monoxyde de carbone. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'acide formique. La réaction est cependant un peu plus lente et un peu plus difficile, car le groupe partant adjacent au carbonyle est moins bon. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez amusant à constater, mais la stabilité des dérivés de l'acide formique n'est pas très grande et décroît avec leur réactivité. Ainsi, le chlorure de formyle n'existe tout simplement pas à température ambiante, l'anhydride formique est très instable et se décompose très rapidement au-dessus de la température ambiante, l'acide formique est relativement stable et ne se décompose rapidement à température ambiante qu'en présence de certains catalyseurs. Et le formiate d'éthyle qu'on prépare aujourd'hui est pour le coup parfaitement stable. Étant donné qu'à cette étape nous travaillons encore avec l'acide formique, on essaiera d'ajouter l'acide sulfurique assez doucement pour minimiser sa décomposition. Alors cela dit, pour être honnête, je m'attendais à une réaction exothermique mais pas à ce point, et avec un petit peu de recul maintenant je pense qu'un bain de glace n'aurait pas été de trop. Au lieu de ça, je me suis contenté de laisser refroidir le mélange à intervalles réguliers et sous vive agitation pour garder suspendues les particules de formate de sodium et faciliter leur réaction avec l'acide sulfurique. Une fois l'addition de tout l'acide sulfurique terminée, les parois de l'Erlenmeyer sont rincées avec un peu plus d'éthanol. L'Erlenmeyer est ensuite bouché et laissé sous agitation 15 minutes pour s'assurer d'avoir laissé le temps à tout le formate de sodium d'être converti en acide formique. À ce stade, l'estérification a déjà commencé et l'odeur du formiate d'éthyle est déjà bien perceptible. Après 15 minutes, on considérera que tout le formate de sodium a eu le temps de réagir et on pourra passer à l'estérification à proprement parler. Un petit distillateur est donc placé sur l'Erlenmeyer et les circuits de réfrigération sont activés. Nous pouvons alors allumer la plaque chauffante. Sous l'effet du chauffage, l'estérification s'accélère et l'ester formé, plus volatile que l'alcool et l'acide car il ne fait pas de liaison hydrogène, passe donc dans la vapeur qui arrive ensuite au thermomètre où nous pouvons lire une température de 55 degrés Celsius, ce qui est bien inférieur à la température d'ébullition de l'alcool et de l'acide formique. Nous distillons donc un mélange enrichi en ester qui contient aussi un peu d'éthanol et possiblement d'acide formique, mais qui devrait être assez facile à séparer. Vous noterez qu'ici je distille directement dans une ampoule à décanter, car j'ai justement prévu pour la suite quelques étapes de lavage qui nous permettront de retirer l'alcool et l'acide restant. Alors ce que nous faisons ici, c'est une très classique estérification de Fischer. En un premier temps, l'acide formique présent dans le milieu subit une activation électrophile, en étant par exemple protoné par l'acide sulfurique. Si l'on écrit les formes limites de l'acide formique protoné selon la théorie de la mésomérie, on remarque qu'on a ici une forme carbocationique, où une lacune électronique et une charge positive se trouvent sur le carbone de l'ancien carbonyle. On a renforcé le caractère électrophile de ce carbone. Et puisque ce carbone est maintenant très électrophile, il peut plus facilement être sujet à une addition nucléophile d'une molécule d'éthanol du milieu. S'ensuit alors un échange de protons qui vient former cet intermédiaire-ci, dans lequel on trouve le très bon groupe partant H2O. L'élimination de ce groupe partant est alors très facile, car la molécule d'eau formée est très stable par elle-même. Il n'y a plus alors qu'à déprotoner l'oxygène pour reformer le carbonyle et régénérer le proton qui n'est donc pas consommé et qui joue ici un rôle de catalyseur. Au final, les deux espèces consommées sont l'acide carboxylique et l'alcool, et les deux espèces produites, l'ester et l'eau. Il faut noter qu'ici, tous ces actes élémentaires sont réversibles, et à l'échelle macroscopique, l'estérification de Fischer n'est qu'une réaction d'équilibre. Cela dit, comme on distille ici l'ester au fur et à mesure de sa formation, il est retiré du milieu réactionnel, et la réaction de retour, l'hydrolyse de l'ester, est donc rendue impossible. Et on peut donc espérer convertir quantitativement notre formate de sodium en formiate d'éthyle. L'alcool et l'acide réagissent donc dans l'Erlenmeyer pour former l'ester et l'eau. L'ester volatile facilement vaporisé passe dans la vapeur. La vapeur arrive alors à un thermomètre où nous pouvons vérifier qu'on a bien une température proche de la température d'ébullition du formiate d'éthyle. La vapeur est ensuite liquéfiée dans le réfrigérant et arrive dans l'ampoule à décanter.
Au fur et à mesure de la distillation, on observe une augmentation de la température, ce qui traduit un appauvrissement progressif du distillat en formiate d'éthyle. Quand la température a atteint 65 degrés, le rythme de la distillation a ralenti considérablement, et j'ai donc décidé d'arrêter la distillation pour éviter d'avoir à purifier un échantillon d'ester trop riche en alcool. La plaque chauffante est donc arrêtée, et l'ampoule à décanter de formiate d'éthyle brute est récupérée. Au final, nous avons séparé un échantillon tout à fait décent d'ester, de tout ce résidu de sulfate de sodium, d'alcool en excès, d'acide sulfurique, mais surtout des derniers goudrons dont on peut encore voir la couleur dans le résidu. Il ne nous reste plus qu'à effectuer quelques étapes de lavage pour retirer l'éthanol et les traces d'acide formique et obtenir un échantillon d'ester d'une pureté correcte. Pour commencer, introduisons dans l'ampoule 25 ml d'eau froide. L'ampoule est alors agitée vigoureusement et dégazée en ouvrant le robinet pour évacuer la surpression due à l'évaporation des liquides volatiles. On laisse ensuite le mélange reposer et on observe alors une belle séparation en deux phases. L'éthanol et l'acide formique, qui sont des espèces très polaires et protiques, tendent à passer dans la phase aqueuse inférieure, mais le formiate d'éthyle, qui est moins polaire et surtout non protique, se dissout assez peu dans l'eau froide et forme sa propre phase, qui correspond ici à la phase supérieure. On peut facilement se débarrasser de la phase aqueuse qui contient l'alcool et l'acide, simplement en ouvrant le robinet au bas de l'ampoule. On a ainsi réalisé un premier lavage de notre ester, qui est maintenant débarrassé de la majorité des espèces hydrosolubles. Par mesure de précaution, je vais quand même réaliser un deuxième lavage avec une solution de bicarbonate de soude pour m'assurer d'avoir éliminé toute trace d'acidité restante. Une solution de bicarbonate fraîchement préparée et préalablement refroidie est introduite dans l'ampoule à décanter, qui est ensuite bien agitée et dégazée comme précédemment. La phase aqueuse inférieure de bicarbonate est ensuite évacuée au bas de l'ampoule, et il ne nous reste plus maintenant qu'à collecter notre formiate d'éthyle, déjà bien purifié à ce stade. Comme le formiate d'éthyle est tout de même assez polaire, une quantité assez importante d'eau aura pu s'y dissoudre. C'est pourquoi il faut ensuite le sécher. Quelques spatules de chlorure de calcium anhydre sont ajoutées pour capter l'eau restante dans l'ester et le sécher, puis le produit est décanté dans un plus petit ballon pour que nous puissions procéder à une dernière distillation. Plaçons donc une olive aimantée dans le ballon, puis plaçons-le sur un agitateur magnétique chauffant, dans un cristallisoir que nous remplissons d'eau pour pouvoir distiller au bain-marie et bien contrôler la température de chauffe. Comme nous avons assez peu de produit, nous réutiliserons le distillateur court pour limiter les pertes dans l'espace mort de l'appareil. On distillera directement l'ester dans un tube collecteur dont on a fait la tare. Les circuits de réfrigération sont allumés et nous réglons la plaque pour porter la température du bain-marie à 60 degrés Celsius. Lorsque le bain-marie atteint cette température, le contenu du petit ballon se met à bouillir et la vapeur produite atteint le thermomètre, où nous observons alors un brusque saut de la température qui vient se stabiliser aux alentours de 50 degrés Celsius. La distillation commence et le produit que nous collectons passe à une température stable de 53 degrés Celsius, ce qui n'est qu'un degré en dessous de la température d'ébullition attendue pour le formiate d'éthyle de 54 degrés Celsius. Chauffé par le bain-marie, notre formiate d'éthyle déjà presque pure est vaporisée. La vapeur monte jusqu'au thermomètre, où l'on vérifie qu'on a bien la température d'ébullition attendue à quelques degrés près. Les vapeurs sont ensuite liquéfiées dans le petit réfrigérant, et le produit arrive goutte à goutte dans le tube collecteur. Cette distillation se fait vite, et très rapidement on observe une chute de la température, car il ne reste dans le petit ballon qu'une très petite quantité d'un résidu peu volatile. À ce stade, on pourra arrêter la plaque chauffante, et récupérer le tube collecteur d'ester purifié. Au final, dans le petit ballon, on ne retrouve qu'un peu de chlorure de calcium, et quelques gouttes d'un composé malodorant. Cette synthèse nous aura permis de fabriquer 10,2 g de formiate d'éthyle, ce qui correspondrait à un rendement de 42% pour l'estérification, mais en supposant que le formate de sodium intermédiaire était pur, ce qui n'est évidemment pas le cas. Le rendement total de la synthèse, basé sur le chloroforme, vaut 22%, ce qui est assez mauvais, mais pas particulièrement surprenant pour ces réactions, et en particulier pour la première étape, dont je ne connais pas le vrai rendement, mais qui pourrait bien être inférieur à 30%. Alors cela dit, le rendement n'est effectivement pas très bon ici, mais je m'en fiche un peu. Mon but c'était pas tant de produire du formiate d'éthyle, mais plutôt de vérifier que la première étape, l'hydrolyse du chloroforme en acide formique, n'était pas juste une réaction un peu anecdotique seulement utilisable sur papier, mais bien quelque chose de faisable concrètement et d'utilisable dans une synthèse. Alors évidemment, il y a quand même des façons plus pratiques de produire de l'acide formique, et c'est peut-être quelque chose qui justement mériterait d'être creusé dans une future vidéo. L'acide formique et ses dérivés ne sont effectivement pas du tout inintéressants en chimie, entre autres à cause de la réactivité électrophile du carbonyle, mais aussi à cause de certaines propriétés réductrices intéressantes, notamment liées au fait que l'acide formique est le seul acide carboxylique à avoir un hydrogène adjacent au carbonyle, et que tous ces dérivés ont par conséquent plus ou moins les propriétés d'un aldéhyde. Et c'est notamment vrai pour le formiate d'éthyle qu'on a fabriqué aujourd'hui. À l'issue de cette synthèse, j'ai pu aller en laboratoire faire une caractérisation de mon produit,
par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, ou RMN. C'est une méthode qui est fréquemment utilisée en laboratoire en synthèse et qui donne des résultats relativement faciles à interpréter et riches en informations par rapport à d'autres méthodes de spectroscopie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la RMN dans cette vidéo, elle est déjà un peu trop longue et il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Je vais quand même prendre le temps de commenter le spectre que j'ai obtenu, histoire de vous montrer qu'on a bien isolé notre formiate d'éthyle. Alors je n'ai fait ici qu'un spectre RMN du proton qui ressemble à ça, et sur lequel on identifie très bien les trois groupes de protons équivalents du formiate d'éthyle. Le signal au déplacement chimique le plus bas correspond au groupe de protons équivalent le moins déblindé, et donc le plus loin des oxygènes possibles. C'est le CH3 au bout de la chaîne éthyle, et effectivement on peut voir que c'est un triplet, il est donc voisin d'un groupe de 2 protons, et effectivement c'est ce qu'on attend puisqu'il est voisin d'un CH2. Enfin il intègre pour 3 protons, et effectivement c'est bien un groupe de 3 hydrogènes. Le CH2 de la chaîne éthyle, voisin du CH3, donne un signal à plus haut déplacement chimique, ce qui signifie qu'il est davantage déblindé, ce qui est attendu puisqu'il est juste à côté d'un atome électronégatif, en l'occurrence l'oxygène. On voit que c'est un quadruplet, il est donc voisin d'un groupe de 3 protons, qui correspond au CH3 précédent. Il intègre bien pour 2, car c'est un groupe de 2 hydrogènes. Enfin, beaucoup plus haut en déplacement chimique, se trouve le signal de l'hydrogène adjacent au carbonyle, qui prouve définitivement qu'on a bien là un motif formiate. En fait, on voit bien là ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la singularité de cet hydrogène qui va ressembler à celui d'un aldéhyde et va donc donner un singulet fin à très haut déplacement chimique et qui bien sûr intègre pour un seul proton. Au final, ces trois signaux nous permettent bien d'identifier le formiate d'éthyle et de conclure proprement que la synthèse a fonctionné. Mais vous constaterez peut-être qu'il y a d'autres signaux sur le spectre. Alors le signal à 7,26 ppm, c'est du chloroforme qui a été volontairement rajouté à l'échantillon au moment de faire le spectre et qui sert de référence pour calibrer l'échelle des déplacements chimiques. Par contre, tous ces autres signaux sont dus à des impuretés dans le produit. En regardant de plus près, il semble que l'une de ces impuretés soit de l'éthanol, qui n'a donc pas totalement été éliminé au cours des lavages, mais je ne suis pas certain de ce que peut être ceci. Et si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Le formiate d'éthyle qu'on a fabriqué n'est donc pas tout à fait pur, il contient notamment des traces d'éthanol, mais encore une fois, le but n'était que d'explorer les réactions, et cet échantillon est de toute façon bien assez pur pour la plupart des applications que je peux imaginer. Voici donc comment, en utilisant une hydrolyse de trihalogénoalcane suivie d'une estérification de Fischer, on peut transformer du chloroforme, un ancien anesthésique et un solvant, en formiate d'éthyle, un ester aux propriétés chimiques intéressantes et possédant une odeur assez agréable, évoquant celle du rhum.